SDF, ça veut rien dire. C'est une manière de sans domicile fixe. Enfin, c'est déjà mieux que sans-abri, parce que sans-abri, il y a un tremblement de terre, il y a 150 000 sans-abri, ça ne veut rien dire. Sans domicile fixe, pourquoi pas. Voilà, moi, dans mon livre, surtout le premier, Les naufragés, j'ai essayé de décrire, et de décrire d'un point de vue psychiatrique aussi, la question de ce que j'ai appelé la clochardisation, ce qui au moins a l'avantage très relatif de correspondre au fantasme au moins qu'on en a, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas là simplement par, par un envahissement de pauvreté, de troubles économiques, de migration, etc. On est là dans des logiques tout à fait différentes, même dans la rue, même dans le même néant, la même froideur, les mêmes risques de ce que ça veut dire que dormir dans la rue, ne rien avoir, etc. C'est quand même psychiquement au moins très différent. Ceux que j'ai voulu, surtout dans mon premier livre, appeler les clochards, sont des gens pour moi qui se distinguent, si j'ose dire, par une distanciation d'eux-mêmes, un exil à la fois extérieur et intérieur, psychique, économique, social, culturel, etc. Ce sont des vies brisées, et en particulier ce sont des vies qui sont brisées sans retour. On peut aider, on peut soigner, etc. Mais d'une manière générale, je ne connais pas de grands SDF guéris. La question de la guérison, d'ailleurs, quoiqu'elle elle calme les angoisses générales, est éminemment discutable, comme on sait, puisque l'OMS est formelle, le taux de mortalité avoisine les 100% dans tous les cas. La question est qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait pendant, qu'est-ce qu'on fait pour survivre. Voilà, ça, ce sont les questions qu'il pose. Et je pense que aussi masochique, aussi autodestructeur soit-il, curieusement, les suicides effectifs, agis, sont étonnamment rares. On peut rester, et on reste, vivant et survivant dans la rue pendant des années. Vraiment pendant des années. Et puis, tout d'un coup, tout s'effondre parce qu'on est rattrapé par une série de pathologies physiologiques, d'abus très anciens, de tabac, d'alcool, de produits, de manque de sommeil, d'épuisement, etc., d'ulcères. Et puis alors tout s'effondre, en général très très vite. Mais le paradoxe de cette affaire est qu'ils ont aussi... ce sont de grands professeurs en mode de survie. Ce sont aussi des survivants, aussi masochiques et autodétruits soient-ils. Il est absolument bouleversant de constater qu'ils essayent aussi et ils réussissent à vivre, à survivre encore très très longtemps. Dans quel objectif, dans quel but, je ne sais, mais je ne connais pas les objectifs et les buts profonds de mon existence non plus. Voilà, donc j'ai pour eux, je me suis d'une manière ou d'une autre, je les ai côtoyés, soit en tant qu'ethnologue, soit en tant qu'analyste, médecin du monde, Nanterre, etc., pendant à peu près 19 ans. Il me manque beaucoup, même si je ne les vois plus que dans le métro, dans la rue, etc. Et je me sens très proche d'eux. Et j'étais content de les soigner, de m'identifier à eux, d'aller moi-même au début traîner dans la rue, ou être ramassé par les flics, etc., et voir un peu comment ça se passait physiquement, dans sa chair. Parce qu'il n'y a pas que la chose mentale, dont je suis un fervent admirateur, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bidoche. Il y a la bidoche, il y a l'épuisement, il y a qu'est-ce que ça veut dire dans son corps, dans son rapport au sommeil, à la violence, à l'angoisse, à la saleté, aux puces, aux poux, etc. etc.
Donc c'était intéressant à voir, mais c'est chez moi le développement d'une vieille habitude. J'étais étudiant aux États-Unis au milieu des années 70 et à Vanderbilt University qui est à Nashville, Tennessee, et j'ai donné, je restais là pendant à peu près 3 ans, je donnais cours d'anglais à la prison fédérale de Tennessee, qui était où les cours se donnaient dans une salle avec des trous dans les murs et les fusils des gardiens qui pointaient sur... donc il y avait une certaine ambiance. Et on était aussi, à l'époque, j'étais très jeune, mais c'était... Bon, ça pouvait se passer aux États-Unis. On pouvait aussi s'occuper d'emmener des gens qui étaient en liberté conditionnelle pour 24 heures, pas pour 24 heures, pour quelques heures, 6 heures, 10 heures, 8 heures. On était à ce moment-là shérif, les jurés, comme dans les films. Et on était comme ça pendant quelques heures jusqu'à ce qu'on les ramène. Si on les ramenait pas, on risquait d'être en prison aussi. Et c'était très étonnant de voir ces gens qui étaient eux aussi des exclus. Je pense que le SDF, le prisonnier, la prostituée sont de la même famille, c'est cousins, cousines. Mais ça me permettait, moi, de voir et de commencer à approcher cet univers de la normalité auquel je ne crois pas, qui m'angoisse fortement. Et certainement préféré faire des séjours dans la rue et aller à Nanterre et être ramassé par la police que d'être, je ne sais pas, expert comptable ou informaticien qui là, pour le coup, me donne vraiment envie de bouffer mon revolver. Donc je préfère explorer cette alternative, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans mes divers livres aussi. Et tout cela a commencé très tôt. Je le raconte dans une série de bouquins, mais mon oncle, ma famille est en partie d'origine belge. Enfin, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Anglais. Et en fait, ma première langue est l'anglais. Et mon oncle, mon tonton, était mercenaire au Katanga, à la belle époque, 62. Et il a raconté à mon père, son frère, des choses qui s'étaient passées là-bas, qui m'a fortement intéressé. Et j'avais 6-7 ans. Puis on est allé en Afrique, au Congo, quand j'avais 12 ans. Et j'ai vu là des choses véritablement traumatiques. Je me souviens une fois, on était juste à la frontière angolaise, des gens qui sont allés en Angola dans je ne sais quelle bagarre, violence avec machette, mais pour se donner un peu de courage et surtout pour avoir de meilleures chances divines de gagner le combat. Ils avaient coupé le bras d'une femme définie comme sorcière, bien entendu, qu'ils avançaient devant eux. J'avais 12 ans, donc c'est ce genre de spectacle qui pose de sérieuses questions quand même quant à mes frères les hommes, c'est-à-dire aussi moi-même, parce que je le regrette, mais je suis profondément homo sapiens, comme on dit. Et donc, tout ce désordre est fondamentalement ce que je fais dans la vie. C'est-à-dire que je suis une espèce de vieil étudiant de philo qui se demande ce qu'il fait là, ce qu'il est supposé faire. Je ne trouve pas la question, je ne trouve pas la réponse, mais j'ai la question et je continue à explorer ces choses-là. Mais il n'est pas nécessaire d'aller regarder à l'extérieur. J'ai eu le douteux privilège de développer une tumeur au cerveau dangereuse pendant des années. On n'osait pas l'opérer, c'était très très mal passé. Enfin bref, toujours est-il que finalement, après 7-8 ans, décidé de l'opérer. Et donc j'ai vécu
une opération crâne ouvert et opération du cerveau, mais c'est éveillé. Ce qui est, pour, comme je disais, le vieil étudiant de philo que je suis, un privilège certain. Et puis je suis aussi, je vous disais, l'anglais est ma première langue, je suis tombé dans Shakespeare quand j'étais petit. Alors être, ne pas être, hélas pauvre Yorick, c'était moi en quelque sorte. Et là-dessus j'ai écrit un texte qui s'appelle Crâne. C'est d'une modestie précise. Mais l'intérêt là-dedans, c'est que je parle de, que ce soit moi ou n'importe qui, n'a aucune espèce d'importance. La question que ça posait, cela, c'était qu'est-ce qu'il en est de sa conscience, de ses rapports au langage, de sa pensée, lorsque, quand on se réveille de ce genre d'histoire, j'ai pu parler encore quelques minutes, mais je ne pouvais plus parler du tout. Je pouvais penser, mais je ne pouvais plus parler, pas un mot. Alors qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que le cerveau? Comment est-ce que je pensais ce que je pensais? Et je pensais certainement, puisque mes souvenirs sont intacts, ce que je pouvais écrire à la main, j'avais l'impression d'écrire du sens, c'était du non-sens absolu. Ça aussi, c'est l'aliénation de l'aliénation de soi-même. Pour moi, toutes ces choses-là dont je mentionne, soit les horreurs congolaises, soit nanterres, soit les types qui sont en train de mourir à 50 mètres d'ici sur le trottoir, soit mon cerveau dévissé, ce n'est pas la même chose, ce sont des éléments différents, mais ce sont les mêmes interrogations. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on est supposé faire? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il en est de... Quel plaisir véritable est possible? Quelle pensée véritable est possible? Toutes les religions sont pour moi une hilarité garantie. Il y a 10 000 milliards d'étoiles. Je crois que, franchement, ça m'étonnerait que le fils du créateur de cette merveille soit sorti du ventre d'une vierge en Palestine. C'est une plaisanterie. De même que savoir s'il me reste ou non un prépuce ne va pas fasciner 10 000 milliards d'étoiles. Il y a des limites quand même. Donc pour moi, ça, c'est grotesque. Ça n'a aucun sens. En revanche, penser qu'il y a 10 000 milliards d'étoiles, ai-je besoin d'autres religions, d'autres auteurs, d'autres émerveillements que simplement de regarder le ciel? Non, pas vraiment. J'aime beaucoup les chiens. J'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup... vis-à-vis d'Homo sapiens, j'ai des doutes, comme j'en ai vis-à-vis de moi-même.